Malheureusement, la mort n'épargne aucun d'entre nous. Les protagonistes de la compilation d'aujourd'hui ont été confrontés à des dangers incroyables, mais malgré tout, ils ont réussi à se sortir vivants de situations qui semblaient complètement défavorables. Le 16 janvier 1942, le pilote militaire Harold Dixon, l'opérateur radio J. Aldrich et le bombardier Anthony Pastula décollent à bord d'un bombardier torpilleur depuis un porte-avions pour une mission de reconnaissance au-dessus de l'océan Pacifique. Ils ont dévié de la route et l'équipage n'a pas pu regagner le porte-avions. Finalement, l'avion est tombé en panne de carburant et Dixon a décidé d'atterrir à l'eau. Les 3 soldats n'ont réussi à prendre qu'un petit bateau pneumatique, ce qui leur a sauvé la vie. Pendant 34 jours, dérivant dans l'océan Pacifique, parcourant plus de 1500 km, ils ont dû affronter à plusieurs reprises des requins à main nue. À une occasion, ils ont vu un avion dans le ciel, mais ils n'ont pas pu le remarquer car tout leur équipement s'est écrasé avec l'avion. Finalement, leur bateau s'est échoué sur l'île de Puka Puka. Après 7 jours, les 3 militaires ont finalement été évacués et sont rentrés chez eux. Le pilote Harold Dixon a reçu la Navy Cross, l'opérateur radio et le bombardier ont reçu les éloges de l'US Air Force pour leur bravoure et leur endurance. Douglas Mawson faisait partie de ces personnes qui ont osé explorer l'Antarctique inexplorée en 1911. Il a dirigé l'expédition antarctique australienne. Les membres de l'expédition ont construit une cabane au bord d'une baie rocheuse et ont commencé à explorer le continent. Ils ont dû parcourir des distances monstrueuses à travers le territoire du gel perpétuel, où les rafales de vent pouvaient atteindre des valeurs incroyables. Malgré les conditions météorologiques extrêmes, les explorateurs ont réussi à avancer, mais lors d'une violente tempête de neige, Mawson a été le seul à survivre. Il se rendit compte qu'il ne pouvait pas poursuivre l'expédition seul et décida donc de revenir. Le retour à la base a été extrêmement difficile. Mawson a dû parcourir plus de 100 km pour atteindre son objectif, mais il a réussi à le faire et à montrer à tous que nos corps et nos organismes sont capables de beaucoup. Richard Norris Williams est devenu une autre personne qui a réussi à survivre au naufrage du Titanic. Williams et son père se sont lancés dans le voyage à bord de l'énorme paquebot pour se rendre à un tournoi de tennis lorsque la tragédie de renommée mondiale s'est produite. Norris a réussi à sauver non seulement sa propre vie, mais aussi celle de l'un des passagers lors du naufrage. Il a entendu des appels à l'aider à briser les portes de la cabine bloquée. Malheureusement, son père est décédé au cours de la tragédie et Richard lui-même a été grièvement blessé après avoir passé un long moment dans l'eau glacée. Dans un premier temps, les médecins lui recommandèrent de lui amputer les membres inférieurs, mais il refusa. Grâce au traitement et à la persévérance de Richard, ses jambes gelées ont été rétablies. Plus tard, il a non seulement participé à des compétitions de tennis, mais est même devenu soldat. En novembre 2012, un pêcheur salvadorien nommé Salvador Alvarenga et son partenaire Ezequiel Cordoba sont allés pêcher dans l'océan Pacifique. 2 jours plus tard, une forte tempête éclata, les vagues emportèrent le bateau de Salvador et les pêcheurs se perdirent. Salvador a tenté de diriger son bateau vers la côte, qu'il estime être à environ 80 km, mais le vent fort et les vagues l'ont rendu impossible. Jour après jour, les compagnons tentaient de trouver la terre à l'horizon, mais ils ne voyaient que l'océan autour d'eux. Pour aggraver les choses, le moteur du bateau est tombé en panne et ils ne pouvaient qu'espérer se faire remarquer ou voir terre. Après 2 mois éprouvants, l'ami de Salvador est décédé et il a dû survivre seul. Pendant tout ce temps, il mangeait du poisson cru et buvait de l'eau de pluie. Après 438 jours de départ en mer, Salvador s'est finalement retrouvé sur la côte de l'atoll d'Ebon, aux îles Marshall. Il était épuisé mentalement et physiquement, mais surtout, il était en vie. Béatrix Flamini est devenue la première femme à passer volontairement 500 jours dans une grotte. Béatrice a toujours eu une passion pour l'alpinisme et son amour de l'aventure l'a amenée à participer à un projet scientifique. L'objectif du projet était d'étudier le comportement humain lorsqu'il est isolé dans un espace confiné. Béatrice n'a jamais souffert de claustrophobie, elle pensait donc que passer 500 jours dans une grotte à environ 70 mètres de profondeur serait relativement facile. Cependant, elle avait tort.
Au départ, l'alpiniste appréciait la paix et la solitude. Elle peignait, tricotait des vêtements et lisait des livres. Mais après un mois, il a commencé à ressentir une légère peur. 6 mois plus tard, il a commencé à avoir des hallucinations auditives. Au fil du temps, Béatrice a perdu la notion du temps et lorsque les organisateurs du projet sont arrivés après 500 jours, elle a été choquée de découvrir qu'1 an et demi s'était écoulé. Tout au long de son séjour dans la grotte, des médecins et des psychologues l'ont surveillée pour arrêter le projet en cas de problème. Malgré quelques changements de conscience, Béatrice a réussi à supporter une période aussi longue et ne s'est pas retirée de l'expérience. Yahya Abdi, un garçon de 15 ans, a vécu pendant 8 ans dans une famille d'accueil en Californie. Il rêvait de retourner auprès de sa mère, mais bien sûr, il ne pouvait pas le faire facilement. L'adolescent a donc décidé de commettre un acte incroyable. Le 20 avril 2014, il s'est rendu à l'aéroport de San José et a choisi un vol qui le rapprocherait de l'Éthiopie. D'une manière ou d'une autre, Granny a réussi à se rendre sur la piste, puis à se faufiler dans la soute du train d'atterrissage. Il a eu la chance de passer inaperçu, son seul objectif était de survivre, et il a réussi. Il est resté dans le compartiment de l'avion pendant 5,5 heures, confronté au froid et au manque d'oxygène. Il a perdu connaissance lorsque l'avion a atteint son altitude maximale et s'est réveillé alors qu'il s'apprêtait à atterrir à Hawaï. Après l'atterrissage, Granny a sauté et couru, mais a été capturé. La police et les médecins ont été étonnés de voir à quel point il a pu survivre dans ces conditions extrêmes. Bien que son souhait de retrouver sa mère ne se soit pas réalisé, il a au moins pu lui parler au téléphone. Le 1er mai 2023, après un accident d'avion, 4 frères et sœurs, Leslie, 13 ans, Sani, 9 ans, Tien, 4 ans et Christine, 11 mois, ont réussi à survivre dans les jungles de l'Amazone. Les sauveteurs savaient qu'un avion s'était écrasé dans la jungle et il a fallu 15 jours pour retrouver l'épave. Cependant, sur les lieux de l'accident, ils n'ont trouvé que des morts, les enfants n'étaient pas là. Il a été décidé d'organiser une opération de recherche pour les retrouver. Les enfants ont été retrouvés après 40 jours. Leslie, le frère aîné, expliqua plus tard que ses connaissances les avaient aidés à survivre. Ils ont attendu de l'aide pendant les 4 premiers jours, alors que leur mère blessée était encore en vie. Lorsque la femme a réalisé qu'elle perdait des forces, elle a donné quelques conseils aux enfants et leur a demandé de l'aide. Leslie a bandé les jambes de ses jeunes frères et sœurs avec les bandages de la trousse de premier secours de l'avion, a pris le bébé dans ses bras et ils se sont éloignés du lieu de l'accident. La jeune fille transportait tout ce dont elle avait besoin pour survivre. Pendant ce temps, les enfants mangeaient de la farine et des bananes. Quand l'eau en bouteille fut épuisée, ils descendirent à la rivière. Cette histoire est étonnante et impressionnante, car elle démontre l'importance de transmettre aux enfants des connaissances sur la façon de se comporter dans des conditions extrêmes, car une telle situation peut arriver à chacun d'entre nous. Le monde entier a observé la mort imminente de 5 passagers du sous-marin OceanGate, alors que le navire se perdait dans l'immensité et la profondeur de l'océan. Le sous-marin ne disposerait que d'environ 96 heures d'approvisionnement en oxygène. Bien que de nombreuses chaînes d'information et pages de médias sociaux aient fait un compte à rebours en direct de ces 96 heures pleines d'espoir. Lorsque l'horloge a frappé 0, toutes les missions de sauvetage se sont arrêtées et ont cessé. Alors que la tristement célèbre expédition OceanGate a fait une déclaration regrettable concernant la mort des 5 passagers, dont le PDG de l'entreprise. Stockton Rush. Tout bien considéré, la mission de sauvetage était une course contre la montre et des rapports récents suggèrent que l'issue de la mission a été prédéterminée ou manipulée dès le début. Le sous-marin était en mauvais état et les protocoles de sécurité étaient clairement bafoués, ce qui a conduit à sa condamnation bien avant le début de l'expédition. Dans les situations où vous pouvez infecter les autres, il ne s'agit pas seulement de vous-même, mais aussi du bien-être collectif, en donnant la priorité à la santé en général. Sans oublier que les conditions autour de la mission de sauvetage étaient également extrêmement difficiles.
Les sauveteurs craignaient que le sous-marin ne manque d'oxygène avant les 96 heures indiquées, compte tenu du nombre de passagers. Et comme de nombreux reportages ont rapporté sans relâche que la mission de sauvetage disposait également du même nombre d'heures pour localiser le sous-marin disparu. Les experts devaient donner leur avis sur la question. Selon les experts du sous-marin Titanic et de l'expédition, les sauveteurs ont eu environ 76 heures pour localiser le navire Ocean Gate disparu. Même alors, les chances de retrouver les passagers vivants étaient plutôt minces. Aussi diabolique que cela puisse paraître, les passagers n'avaient aucune issue. Il est vrai que tout humain qui tenterait de nager 4 km sous la surface de l'océan serait écrasé par la pression océanique. Mais les humains ont tendance à se battre pour leur survie, n'est-ce pas? Même si cela peut paraître difficile à croire, les 5 passagers étaient coincés à l'intérieur du sous-marin, ce qui signifie que la porte du bateau ne pouvait être ouverte que de l'extérieur. Il n'est pas difficile de comprendre ce que cela signifie. Même si le sous-marin était retrouvé au fond de l'océan avec les passagers vivants, les opérations de sauvetage de la garde côtière américaine seraient pratiquement inutiles en raison de la grande profondeur de l'océan. Le sous-marin se retrouverait coincé dans la boue des fonds marins, le rendant immobile et inaccessible. Nous n'aurions d'autre choix que de laisser les passagers là où ils se trouvaient. Tim Maltin, un expert du naufrage du Titanic, n'était pas non plus optimiste quant aux missions de sauvetage. Comme Moulton connaissait bien l'emplacement de l'épave du navire, il a offert une perspective plus réaliste sur le sous-marin disparu. Il a suggéré qu'en raison de la mauvaise conception du sous-marin et de la pression océanique, il est probable que le navire ait été endommagé et que de l'eau ait pénétré. Trouver le sous-marin, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, et en plus, les sous-marins ne pouvaient pas le remorquer jusqu'à la surface de l'océan. Les bateaux au fond de l'océan sont difficiles à manœuvrer. De plus, nous en savons plus sur la surface de la Lune que sur la surface de nos propres océans. Par conséquent, de nombreux experts ont considéré la mission de sauvetage comme une illusion ou un canular. Lorsqu'Ocean Gate a lancé le sous-marin dans l'océan, il savait que si quelque chose n'allait pas, il n'y aurait pas de retour en arrière. La compagnie s'est assurée que les passagers signaient à plusieurs reprises des formulaires d'exonération de responsabilité. Il semble qu'Ocean Gate ait envoyé ses passagers dans l'océan sans avoir l'intention de les aider. De plus, une lettre écrite en 2018 par des experts de l'industrie a révélé d'importantes inquiétudes concernant le sous-marin Titan et ses expéditions vers l'épave du Titanic. La Marine Technology Society, un groupe de réflexion maritime, a critiqué Ocean Gate, la société à l'origine du sous-marin Titan, pour son approche expérimentale et le manque d'évaluation indépendante de la part des régulateurs de l'industrie. Ils se sont demandé si le Titan aurait dû être évalué par des conseillers industriels ou des régulateurs des risques. La société a exprimé son mécontentement face aux affirmations d'Ocean Gate concernant le respect des normes de sécurité établies par DNVGL, une société de classification reconnue. Cependant, il a été révélé qu'Ocean Gate n'a jamais demandé la certification de cette organisation. Dans une interview inédite, Stockton Rush, PDG d'Ocean Gate, a décrit le Titan comme un sous-marin personnalisé pour explorer l'épave du Titanic, soulignant sa légèreté et sa maniabilité. Ocean Gate a justifié sa décision de ne pas poursuivre la certification en arguant qu'elle ne prend pas suffisamment en compte le facteur humain et pourrait ralentir l'innovation. Bien que le statut de certification du Titan reste un mystère, un journaliste de CBS News a révélé que le document de renonciation qu'il a signé indiquait clairement que le sous-marin était expérimental et n'avait ni approbation ni certification réglementaire. Ocean Gate a été accusé d'avoir négligé les protocoles de sécurité et d'avoir effectué des tests inadéquats avant la tragédie. David Lockridge, directeur des opérations maritimes de l'entreprise, a fait part de ses inquiétudes quant à l'état de préparation et aux capacités du sous-marin. Cependant, leurs inquiétudes ont été réduites au silence et une bataille juridique s'est ensuivie. Cette situation a révélé les protocoles de sécurité d'Ocean Gate, mais le résultat est resté secret. Les révélations autour du sous-marin Titan soulèvent des questions sur la réglementation en matière de sécurité et sur la relation entre l'innovation et les normes industrielles.
dans le domaine des submersibles commerciaux. Même si les implications sont profondes, le rapport est essentiel pour comprendre les causes de la tragédie. OceanGate était conscient des lacunes de sa sécurité, mais a décidé de poursuivre l'opération malgré les avertissements. La capacité déclarée du sous-marin à atteindre une profondeur de 4 km s'est avérée fausse, ce qui pouvait déjà être déduit du rapport de Lockridge. Même s'ils auraient pu utiliser une fenêtre de visualisation sécurisée pour cette profondeur, ils ont choisi de minimiser les coûts et d'utiliser des matériaux dont la fiabilité était remise en question. Malgré les avertissements de la Marine Technology Society, OceanGate a ignoré les préoccupations des experts en submersibles et a poursuivi son approche expérimentale, ce qui entraîne de graves conséquences pour l'industrie. OceanGate a ignoré les problèmes majeurs des expéditions précédentes et a continué à envoyer le sous-marin Titan à des profondeurs extrêmes pour lesquelles il n'était pas préparé. Même des présentateurs et scénaristes de renom ont connu des pannes de contrôle des propulseurs et des problèmes de communication au cours de leur voyage avec OceanGate. Des experts du secteur, tels que James Cameron, ont critiqué la conception du sous-marin et souligné le manque de certification et de respect des contrôles de sécurité par l'entreprise. Malgré les avertissements, OceanGate a persisté dans ses actions, arguant que les tests de sécurité standardisés entravaient l'innovation technologique. Cela met en évidence la négligence et le mépris de l'entreprise à l'égard des rapports d'experts et des contrôles de sécurité. Rush a longtemps rejeté les avis d'experts remettant en question les expéditions OceanGate comme étant non pertinentes. Sur son blog, il s'opposait à l'implication de tiers dans le processus d'innovation et hésitait à permettre à un étranger de démonter sa création. Malgré cela, OceanGate a réalisé des activités uniques et fascinantes, suscitant l'intérêt des passionnés du Titanic. Cependant, ces opportunités ont été réservées aux chercheurs et explorateurs experts. Nos missions pour récupérer l'épave du Titanic étaient également difficiles et dangereuses. Même s'il était logique pour les experts de plonger dans les profondeurs océaniques, en faire une entreprise publique ne vise qu'à faire du profit, sans tenir compte des protocoles de sécurité. De plus, les expéditions qui prenaient en compte la sécurité étaient également confrontées à de sérieux problèmes. Il est important de noter que le sous-marin en question n'est pas une construction standard, car il n'est pas constitué de matériaux tels que l'acier à haute résistance ou le titane. En 2000, un incident s'est produit qui présente des similitudes avec la récente tragédie et aurait pu être une indication de ce qui allait arriver. Le journaliste américain Michael Gillen a partagé son expérience effrayante d'être coincé dans un submersible près de l'épave du Titanic, au même endroit où un autre submersible touristique avait disparu dans le passé. Au cours de la plongée, ils ont rencontré un puissant courant sous-marin qui a emprisonné le submersible dans l'hélice, tandis que d'énormes fragments du Titanic tombaient sur eux. Le pilote russe, doté d'une habileté exceptionnelle, a fait tout ce qu'il a pu pour les libérer, et après presque une heure d'angoisse, ils ont finalement réussi à se libérer et à flotter en toute sécurité. Gillen, qui avait peur de ne pas survivre, sympathise profondément avec les 5 personnes disparues du submersible touristique et espère qu'elles reviendront saines et sauves. De plus, Gillen souligne que le submersible dans lequel il se trouvait était un navire robuste et fiable, conçu spécifiquement pour la recherche scientifique dans des conditions extrêmes en haute mer. Il est intéressant de noter que le récent voyage touristique raté sur le Titanic a conduit à la découverte des restes du Titan au fond de l'océan, désormais en morceaux. Le docteur Gillen et Tyson soulèvent des questions sur l'adéquation du submersible Titan et se demandent si une plongée aussi risquée aurait dû être autorisée. Ils soulignent l'importance de disposer de navires bien construits et certifiés pour explorer les grands fonds. Le contraste entre la fiabilité du numéro 1, conçu à des fins scientifiques, et les problèmes de sécurité entourant le Titan soulèvent des questions sur son adéquation aux expéditions touristiques. Les deux experts préconisent une pause dans les expéditions du Titanic jusqu'à ce que nous comprenions mieux les défauts du Titanic et l'importance de la sécurité océanique. En outre, ils soulignent le respect dû à l'épave du Titanic en tant que lieu de repos final de nombreuses personnes et la nécessité de faire preuve de prudence et de recueillir des informations avant de s'aventurer à nouveau dans les profondeurs marines.
La décision brutale d'OceanGate de suspendre toutes ses opérations a laissé tout le monde en haleine sans plus de précision. Les avis sur les nouvelles découvertes liées à OceanGate et à ses submersibles sont invités à être partagés dans les commentaires.